Bonjour à toi. Avant de commencer cette vidéo qui va présenter le principe de la spectroscopie d'émission de flammes, il faut que tu aies bien préparé ton TP. Si tu ne l'as pas fait, retourne à la lecture de ton polycopier pour bien comprendre. Ça y est, tu l'as préparé? Alors c'est parti. Commençons par un peu de théorie. Oui, je sais, ce n'est pas ce que tu préfères. Mais pour bien réussir ton TP, il faut passer par là. Tu dois savoir que l'émission atomique par flamme est une technique élémentaire. Elle permet de mesurer l'émission d'un rayonnement électromagnétique UV ou visible dû à la désexcitation d'atomes gazeux isolés qui ont préalablement été excités par l'énergie apportée par la flamme. Pour bien comprendre le processus mis en jeu, partons de la structure de l'atome. Pour simplifier, un atome est constitué d'un noyau autour duquel orbitent des électrons. L'énergie de l'atome est quantifiée, ce qui veut dire que les électrons ne peuvent posséder que certaines énergies. À la température ordinaire, les électrons sont sur leur niveau d'énergie le plus bas. C'est l'état fondamental noté n égale 1 sur le schéma. Sous l'apport d'une énergie thermique par exemple, un électron peut être promu sur une orbitale d'énergie supérieure et passer à un état appelé excité, noté n égale 2 et n égale 3 sur le schéma. Cet état étant instable et dure environ 10 puissance moins 9 secondes. L'atome revient à son état fondamental en cédant l'énergie qu'il a emmagasinée, soit par collision, soit par émission d'un rayonnement électromagnétique, c'est-à-dire de photons. C'est ce dernier phénomène qui est exploité dans la technique d'émission de flamme. Il faut que tu saches que l'énergie des photons émis correspond exactement à la différence d'énergie entre l'état excité et l'état fondamental. Elle est donnée par la formule E égale h nu égale hc sur lambda, où lambda est la longueur d'onde du photon émis. Le nombre de photons émis est quant à lui proportionnel au nombre d'atomes excités. Tu as donc bien compris que chaque atome émet à des longueurs d'onde qui lui sont propres, car il possède une structure électronique unique. Regarde, si on soumet une solution de sodium au photomètre de flamme, la flamme devient jolie. Puis une solution de lithium, la flamme devient fuchsia. Puis une solution de cuivre, la flamme devient verte. Et enfin, une solution de strontium, la flamme devient rouge. Et tu as aussi compris que l'intensité d'émission dépend du nombre d'atomes excités et donc de la concentration des atomes dans la solution. Regarde à nouveau l'intensité d'émission, ainsi que l'indication chiffrée de l'intensité pour différentes concentrations. Regarde, le capillaire est plongé dans une solution très concentrée. Le capillaire est maintenant plongé dans une solution beaucoup plus diluée. Regarde, l'intensité diminue. Mais comment passe-t-on d'une solution, ton échantillon, à une vapeur d'atomes à l'état excité? Les processus sont complexes, et d'autant plus complexes que la matrice de ton échantillon, c'est-à-dire tout ce que contient ton échantillon hormis la gravité, est complexe. Mais illustrons cela à partir d'une solution de chlorure de calcium. L'échantillon est tout d'abord transformé en un aérosol à l'aide d'un ébulliseur pneumatique. L'aérosol est alors transporté pneumatiquement dans la flamme où il va subir, à son tour, une succession de transformations avant d'émettre de la lumière. Zoomons sur une gouttelette de l'aérosol. Le solvant commence par s'évaporer. C'est le processus de désolvatation, au cours duquel les ions se concentrent et précipitent pour former un aérosol de sel hydraté. Cet aérosol hydraté est séché sous l'effet de la température et transformé en un aérosol de sel sec. Le sel sec est alors sublimé et passe de l'état solide à l'état de vapeur. À l'état gazeux, les molécules du sel sont atomisées, c'est-à-dire qu'il y a rupture des liaisons entre les atomes. À ce stade, certains atomes sont excités. En se désexcitant, ils émettent des photons. À chaque étape du processus, des réactions peuvent avoir lieu et créer d'autres composés. Il faut que tu saches que tous les atomes ne sont pas excités et que leur proportion dépend, en partie, de la température et de la composition de la flamme. Ils sont même minoritaires. Il faut également que tu saches qu'il existe un équilibre entre atomes excités et atomes restés à l'état fondamental. Cette proportion est donnée par la relation de Boltzmann. Elle dépend de l'atome, de la transition observée et de la température.
Et enfin, il faut également que tu saches que si tu conserves les mêmes conditions analytiques et s'il n'y a pas d'interférence, le nombre d'atomes excités est proportionnel à la concentration des atomes présents sous forme d'ions dans la solution. Décrivons maintenant le photomètre de flamme. Il comporte un nébuliseur pneumatique qui sert à produire l'aérosol par effet Venturi, une chambre de nébulisation qui permet le mélange de l'aérosol avec les gaz de flamme et qui permet aussi de n'envoyer dans la flamme que la fraction fine de l'aérosol, une flamme dans laquelle vont se produire les phénomènes allant de l'évaporation du solvant jusqu'à l'atomisation et l'excitation, un filtre interférentiel permettant de sélectionner la longueur d'onde de travail, un détecteur, c'est une cellule photoélectrique qui va convertir les photons en un signal électrique mesurable, un affichage qui permet de visualiser le signal. Maintenant que tu as compris le principe, nous allons passer à ce que tu préfères, la pratique. Mais avant de commencer, il faut que tu vérifies que tout est prêt. Faisons ce que l'on appelle une checklist. Tu dois être équipé correctement pour des questions de sécurité. Tu dois porter une blouse, des lunettes de sécurité que tu ne quitteras pas tant que tu restes dans la salle de TP. Et enfin, accessoirement, des gants nitriles. Tu as ensuite besoin d'eau déionisée de qualité 1 dans le bécher de 500 ml et une pipette d'eau déionisée de même qualité à proximité pour que tu remplisses le bécher au fur et à mesure de la consommation. Il doit toujours y avoir de l'eau. Tu as besoin de papier absorbant à proximité et de tes solutions à analyser. Vérifie maintenant que la vanne principale de gaz de ville située à l'entrée du laboratoire est ouverte. Que celle située sous la paillasse est également ouverte et que la vanne d'air l'est aussi. Maintenant procéder à l'allumage du photomètre de flamme. Mets sous tension le photomètre en appuyant sur le bouton Power. Fixe ensuite une pression de 4 bars sur le régulateur de pression d'air. Tu dois entendre de l'air s'échapper. Ouvre ensuite la vanne de gaz de ville située sur la paillasse. Appuie alors sur le bouton Ignition en augmentant progressivement le débit du gaz de ville en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre le bouton Fuel. La flamme doit s'allumer au bout d'une vingtaine de secondes. Maintiens le bouton Ignition enfoncé jusqu'à l'apparition de l'indication FLM. Tu peux alors relâcher le bouton. Vérifie par le hublot que la flamme est bien présente. Elle doit être bleue. Si sa couleur est différente, c'est probablement que ton eau est contaminée. Vérifie que le capillaire n'est pas bouché. Retire-le de la solution, puis plonge-le à nouveau. Vérifie bien la montée du liquide dans le capillaire et écoute également le changement de son. C'est un bon indicateur. Il est important de laisser en permanence le capillaire plongé dans une solution. Dans l'échantillon lors de la mesure, dans l'eau déionisée si tu n'es pas en analyse pour que le capillaire et le nébuliseur ne se bougent pas. Comme tu peux t'en douter, une flamme produite à partir de la combustion de gaz de ville est chaude. Elle est d'environ 1900 degrés. Alors attention! Avant de commencer tes analyses, attends environ un quart d'heure pour que ton photomètre se stabilise. Alors, organise bien ton travail. Le quart d'heure est passé. Tu peux maintenant procéder à tes analyses. Mais avant tout, il faut optimiser tes réglages. Sélectionne pour commencer le filtre optique correspondant à l'élément que tu dois doser avec le bouton Filter Select, ici le calcium. Attention à bien garder le hublot de visualisation de la flamme fermé pendant tes mesures, car le signal peut être parasité par la lumière extérieure. Attention également à bien essuyer le capillaire à chaque changement de solution pour éviter les contaminations croisées, pollution d'une solution par une autre. Règle maintenant la composition de la flamme pour optimiser l'émission. Pour cela, plonge le capillaire dans la solution étalon la plus concentrée, qui te servira de référence tout au long du TP. Attends que la valeur de l'intensité d'émission se stabilise avant d'agir.
Règle maintenant le débit de gaz de ville pour atteindre l'intensité d'émission maximale. Tourne pour cela le bouton Fuel dans le sens des aiguilles d'une montre. Reviens en arrière si tu dépasses le point optimum. Attention, ce réglage ne doit plus être changé pour la suite de tes mesures. Plonge maintenant le capillaire, après l'avoir essuyé avec du papier absorbant, dans l'eau pour nettoyer le système et attends que l'intensité d'émission diminue et se stabilise à sa valeur basse. Tu dois maintenant fixer le zéro et la sensibilité de ton analyseur. Ton capillaire étant dans l'eau déionisée de qualité 1, fixe la valeur d'intensité d'émission à 0 avec le bouton blanc. Il n'y a pas de calcium dans l'eau déionisée, donc il ne doit pas y avoir d'émission à la longueur d'onde du calcium sélectionné. Plonge ensuite le capillaire, après l'avoir essuyé, dans ta solution de référence et fixe une émission arbitraire de 100 avec le bouton Fine. Ne fais une action que si ton signal est stable. Ces deux dernières opérations sont à répéter au moins 3 fois, que les réglages soient corrects et le signal stable. Remets toujours ton capillaire dans l'eau déionisée à la fin des opérations. Et ne touche plus au réglage, sauf si un problème survient. Tu peux maintenant procéder à tes analyses. Pour cela, il suffit de plonger le capillaire dans la fiole jaugée contenant la solution à analyser. Attendre que le signal d'émission se stabilise et relever sa valeur. Lorsque tu as fini ton travail expérimental, tu dois éteindre ton analyseur. Tu en as la responsabilité. Inspire de l'eau déionisée pendant quelques minutes afin de nettoyer l'équipement. Cela évitera la cristallisation des sels contenus dans ta dernière solution, dans le capillaire et dans le nébuliseur. Ferme ensuite, dans cet ordre, sinon il peut y avoir des dommages sur l'analyseur et des risques d'explosion. D'abord, la vanne du gaz de ville située sur la paillasse, puis la vanne d'air. Et seulement maintenant, tu peux commuter l'interrupteur power. Ferme maintenant la vanne de gaz située sous la paillasse, la vanne de gaz générale du laboratoire. Nettoie maintenant ta verrerie et stocke-la à sèche. Vide tes poubelles de déchets. Nettoie ta paillasse. Et pour être sûr de ne rien avoir oublié, vérifie ta checklist. You